Bonjour à tous. La fracture territoriale s'est invitée dans le débat public. Notre pays, comme les autres pays développés, mais de manière encore plus accentuée, s'organise progressivement autour de grandes métropoles. La question de la place des territoires se pose alors, avec de nombreux enjeux économiques, mais aussi démocratiques. Comment développer l'attractivité de ces territoires et comment les dynamiser? Car c'est aussi là que se pose la question de la vitalité de nos régions, mais de la reconquête de notre souveraineté économique. C'est pourquoi Décideur Magazine a fait appel à Dorothée Ferreira, présidente du MEDEF Limousin et membre du Conseil exécutif national du MEDEF, dans l'émission Décideurs et Territoires. Dans ces 8 émissions, qui seront chacune consacrées à une région de France, Dorothée Ferreira, en tant que grande témoin des enjeux territoriaux et moi-même, recevrons en plateau des chefs d'entreprise. Au travers de leur histoire, mais aussi de leur identité, de leur stratégie et de thèmes comme l'emploi ou l'écosystème territorial, Décideurs et Territoires mettra en lumière l'entrepreneuriat dans nos régions françaises. Bonjour à tous et bienvenue dans Décideurs et Territoires. Avec Dorothée Ferreira, présidente du MEDEF Limousin, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une émission consacrée à la région des Hauts-de-France. Bonjour Dorothée. Bonjour Laura. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, 3 invités. Olivier Remoissonnet, directeur général de la brosserie française, Madame Caroline Poissonnier, directrice générale de Baudelais Environnement, et Monsieur Philippe Thomas, président directeur général de Veternity. Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous sur ce plateau pour parler de votre activité dans cette belle région des Hauts-de-France. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être que nous pouvons faire un petit peu plus connaissance avec vos entreprises. Pouvez-vous nous présenter votre activité en quelques données clés? Caroline Poissonnier, peut-être d'abord? Oui, alors bien sûr, je suis l'heureuse dirigeante du groupe Baudelais Environnement, qui est un groupe familial, régional, indépendant. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous, spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets au sens large. Donc nous avons 130, nous faisons 130 millions de chiffre d'affaires et nous avons 520 collaborateurs. Merci beaucoup. Monsieur Romassenet? Oui, je suis le dirigeant de la brosserie française. C'est une usine de brosserie qui fabrique des brosses à dents et des brosses à cheveux. C'est une entreprise qui est située à Beauvais, donc dans la partie sud de l'Oise. Euh, une trentaine de collaborateurs, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous fabriquons à peu près 8 millions de brosses à dents par an. D'accord, merci beaucoup. Et Monsieur Philippe Thomas? Alors, Philippe Thomas, vétérinaire de formation. Je dirige actuellement le groupe Veternity et nous proposons des services de pompes funèbres animales. Une entreprise qui a été créée dans les Hauts-de-France. Nous sommes international, on devient une petite ETI. Nous sommes à peu près 500 salariés pour un chiffre d'affaires entre 50 et 60 millions d'euros. Merci beaucoup, merci à vous d'être présent aujourd'hui. Alors c'est un plateau très diversifié avec des entreprises très différentes. Qu'est-ce que cela vous inspire, Dorothée? Écoutez, moi je suis ravie de ce plateau parce qu'il démontre toute la richesse et la diversité des Hauts-de-France, ce territoire qui a été très marqué par son passé industriel et qui a dû faire preuve de beaucoup de résilience et d'inventivité pour se réinventer. La révolution industrielle avait développé justement les activités du charbon, de l'acier, du textile. Si je pense à la VPC, qui est un métier que je connais bien de par mon activité professionnelle, eh bien ça a été inventé dans les Hauts-de-France. Je pourrais donner encore plein d'autres exemples, notamment dans la grande distribution, le groupe Mullier. Et ce qu'on sait peu, c'est que les Hauts-de-France, c'est quand même la première région en termes de construction d'automobiles et ferroviaires. C'est aussi la première région pour la production de cultures végétales, la troisième pour les investissements internationaux, et c'est également la quatrième pour l'exportation. Donc on parle quand même là aujourd'hui de la quatrième région économique française qui accueille aussi bien des startups innovantes que des grands groupes dans tout secteur d'activités confondues. Et j'ai quand même un petit attachement pour les Hauts-de-France, puisque j'y ai passé 6 années de ma vie de jeune adulte. Merci Dorothée pour ce petit rappel historique. Alors justement, on va parler histoire et identité des entreprises en lien avec la région des Hauts-de-France. Alors je me tourne d'abord vers Olivier Remoissonnet. L'installation d'une entreprise dans une région précise est rarement due au hasard. Est-ce que peut-être historiquement c'était quelque chose de stratégique de s'implanter juste à côté de l'Oise pour votre entreprise? Alors moi j'ai repris une entreprise qui a été installée en 1845. Et donc l'Oise était une terre industrielle qui commençait à cette époque et qui a fédéré beaucoup d'industries. Et donc la vallée du Terrain sur laquelle nous sommes hébergés a, a foisonné de brossiers, jusqu'à 40 brossiers. Et donc c'est
La concomitance de la disponibilité des matériaux, la proximité de Paris pour les échanges en France, mais aussi à l'international, qui fait qu'à l'époque, le territoire s'est très très bien installé et a très très bien lancé cette activité. Alors, encore aujourd'hui, on ressent ces effets, la proximité de la région parisienne, la facilité d'accès aux différents réseaux. C'est un territoire qui est très dynamique pour cette raison. Et en 170 ans d'activité, la brasserie française a dû se moderniser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce positionnement entre tradition et innovation? C'est un lien en fait, plus qu'une rupture, parce qu'on parle souvent de rupture technologique, de rupture de marché. Moi, je crois beaucoup dans les liens. On revendique ce passé. On était, il y a 175 ans, la première entreprise de fabrication d'articles de brosserie. On est aujourd'hui la dernière. C'est-à-dire qu'il y a une transmission d'un savoir, mais il y a aussi une manière de savoir anticiper les évolutions. Donc, l'entreprise, en 2012, allait pas très très bien. Avec mon associé Olivier Voisin, on a décidé de la reprendre pour la remettre sur de nouveaux rails. Et on a fait ce pari à l'époque du Made in France, de l'éco-citoyenneté, qui reste néanmoins un lien avec nos territoires, avec ce que les consommateurs attendent. Donc on a été un petit peu en anticipation à l'époque, et aujourd'hui ça nous permet d'être sur ces rails qui sont des rails assez dynamiques et porteurs de croissance. Merci. Et Caroline Poissonnier, il me semble que de votre côté, rester dans les Hauts-de-France, c'est un choix qui vous tient à cœur. Pourquoi? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis issue d'une entreprise familiale, hein, donc créée dans les années 60 par mon grand-père. Donc le terrain de jeu, c'était clairement la région Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France aujourd'hui. Et nous sommes profondément régionales. Nous souhaitons rester au nord de Paris et sur ce territoire qui est particulièrement dynamique pour plein de raisons. On parlait des infrastructures, on parle de la culture, on parle d'éducation, on parle de beaucoup de choses. Enfin, c'est vraiment pour nous une terre d'excellence, enfin, ou en tout cas, on est fiers d'être sur ce territoire. Nous sommes aussi une société de services. Et donc, notre vrai objectif, notre vision, notre stratégie de croissance est d'être en croissance profitable, bien sûr, mais surtout durable et raisonnée, et d'avoir un vrai rayonnement sur notre territoire. Donc, c'est vraiment un plan, un souhait de rester et de consolider notre position sur ce territoire. D'accord. Et Philippe Thomas, alors racontez-nous un petit peu d'où vient l'idée originale d'avoir créé des pompes funèbres pour les animaux de compagnie et pourquoi s'être installé dans les Hauts-de-France? Alors, excellente question. D'abord, c'est venu parce que d'origine vétérinaire, cette société. Donc, les vétérinaires, j'ai souvent l'habitude de dire, on côtoie la meilleure moitié de l'humanité, puisqu'on côtoie les gens qui sont capables d'avoir de l'empathie, s'intéresser aux animaux, etc. Sans exclusion pour les autres, mais c'est une plaisanterie. Et puis, c'est vrai que dans l'Hauts de France aussi, c'est une terre de valeurs avec des gens qui sont très généreux. On connaît la gentillesse légendaire des gens du Nord. Et il y a un esprit coopératif, et naturellement, un vétérinaire du Nord, Henri Catelin, a eu l'idée de répondre à un besoin qui était de proposer des services de fin de vie dignes. L'animal ne pouvait pas être traité de son vivant comme un être cher et puis devenir un déchet une fois décédé. Donc, cette générosité, ce goût pour l'esprit coopératif et mutualiste qui a fait que ça a été un terrain propice et a germé cette idée il y a 26 ans dans le Nord. Et après, on a mobilisé 200 vétérinaires du Nord qui ont rejoint, qui ont participé, qui ont financé. Donc, elle est partie vraiment dans un esprit entrepreneurial et généreux. Et ça, c'est bien typique de ce qu'on trouve dans le Nord. Voilà. C'est une autre caractéristique de notre région. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu mieux vos entreprises, entrons dans le vif du sujet et parlons du recrutement et de l'emploi. Je crois savoir que c'est forcément un sujet primordial. Il y a d'autant plus d'enjeux peut-être quand on est situé dans les territoires. Dorothée, qu'en pensez-vous? Effectivement, Laura, alors déjà, les Hauts-de-France en quelques chiffres, c'est 6 millions d'habitants. On a 1 400 000 salariés et 300 000 entreprises. Et je pense que l'emploi dans les Hauts-de-France, il faut l'analyser dans deux perspectives. Il y a une perspective d'ouverture internationale, mais aussi une perspective de jeunesse. Sur le plan de l'ouverture internationale, les Hauts-de-France bénéficient quand même d'une situation géographique qui est juste extraordinaire. Elle est au centre d'un triangle entre Londres, Paris et Bruxelles, avec 100 millions d'habitants dans un rayon de 300 km autour de Lille. Et puis surtout, 5 capitales européennes à moins de 3 heures de TGV. Donc ça, c'est déjà un point fort au niveau du dynamisme. Et pour ce qui est de la jeunesse, c'est une des régions les plus jeunes de France, hors Île-de-France bien sûr, avec seulement 25% de la population qui a plus de 60 ans, contre 32% si je donne l'exemple de ma région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Bah, écoutez, merci beaucoup Dorothée pour ces informations. Je me tourne donc vers nos invités. Rencontrez-vous des difficultés dans le recrutement, dans l'emploi? Comment formez-vous vos recrues? Olivier Remoissonnet peut-être d'abord?
Alors des difficultés, on en rencontre comme tout le monde, on n'est pas exempt. Par contre, moi je crois beaucoup dans l'image qu'on projette de nous-mêmes. Mhm. C'est-à-dire que dans le tissu industriel, on doit être capable à montrer une autre image de nous-mêmes. Et c'est ce que nous, on s'évertue de faire depuis maintenant 8 ans. Redonner le goût à l'industrie pour aller chercher des talents et donner envie aux talents de venir rejoindre le tissu industriel. Faire un parcours dans l'industrie, c'est aussi participer à une épopée, à une relance d'une activité comme la nôtre sur les brosses à dents. En 2012, la dernière usine de brosses à dents allait fermer ses portes. Donc c'est toute une histoire, c'est plein de valeurs, plein de morale. Et quand cette morale, on la décline sur notre manière de produire et sur la manière de fabriquer, de concevoir nos produits et d'anticiper la fin de vie de nos produits, eh bien, on est tout à fait dans l'air du temps sur ce que les talents recherchent aujourd'hui. Et donc, on a pas mal embauché sur la période de crise. Ça a attiré des talents qui viennent rechercher ça, ces valeurs, derrière un outil industriel qui est assez historique, qui est empreint de 175 ans de savoir-faire, mais qui est surtout empreint de modernité à travers les produits qu'on commercialise, parce qu'on fait en sorte qu'ils soient avec des curseurs les plus verts possibles, de manière à ce que ça réponde à l'attente du marché, mais que ça réponde aussi à l'attente de ceux qui les fabriquent. C'est-à-dire que c'est un écosystème qui est complet, et aujourd'hui on ne peut plus faire comme si tout était cloisonné. On est dans une ère où toute la transparence doit être mise sur la table. Et donc, c'est-à-dire que, aussi bien dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne de fabrication, dans la chaîne de commercialisation et dans la fin de vie du produit, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à séduire des talents pour leur dire, expliquer la transparence est là. Et Caroline Poissonnier, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. On est exactement dans la même situation. J'aurais pu reprendre ces mots. On travaille beaucoup notre marque employeur là-dessus, en fait, hein. Nous, on travaille dans le traitement des déchets. Alors, spontanément, ça ne fait pas rêver, alors qu'en fait, on s'inscrit vraiment dans la démarche de transition écologique, énergétique, climatique. Notre métier, finalement, c'est de faire des boucles d'économie circulaire afin de donner une seconde vie aux déchets. Et donc, tout notre engagement, il est sur être porteur de sens. Et on essaie d'attirer nos talents via à la fois ce qu'on est et puis ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui nous caractérisent. Donc à travers, en effet, hein, nos valeurs, notre entreprise familiale, la RSE, tous les projets qu'on peut mettre en place. Et puis tout ce qu'on peut faire et ce qu'on peut mettre en place aussi pour attirer les talents au sein de notre société. On parlera tout à l'heure, je pense, d'une partie fracture territoriale. Nous, on est un peu excentré. Donc, en effet, la métropole lilloise est vraiment idéale géographiquement. Il y a des infrastructures qui sont très importantes, ce qui est un petit peu moins le cas quand on s'éloigne un petit peu. Nous, on a une bonne heure en dehors de la métropole lilloise en remontant sur le Dunkerquois. Donc, c'est un enjeu d'attirer les talents. C'est un enjeu d'attirer les talents. Et à la fois, il nous faut des talents et il nous faut aussi de la main-d'œuvre vraiment locale. Et donc, on travaille aussi beaucoup sur le savoir-être. Donc, on travaille avec Pôle emploi, les missions locales, et on donne vraiment la chance de venir se présenter. On donne vraiment une importance à l'humain, plus qu'aux compétences, parce qu'on pense que les compétences, on peut leur fournir et que c'est notre rôle aussi d'apporter les compétences aux personnes. Là où le savoir-être, c'est plus difficile de l'acquérir. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et on fait en moyenne une 60aine de recrutements. On a plus de 15 postes ouverts, là, à date. Donc, c'est vrai qu'on a un attrait particulier pour faire venir les personnes au sein de notre société. Merci. Philippe Thomas, est-ce que ça concerne aussi Veternity? Oui, ça concerne Veternity, décidément. C'est difficile de parler après mes collègues. Et je vais redire un peu. Je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, lié à notre métier, les pompes funèbres animalières ne sont pas très connues encore. Donc, c'est pas facile de recruter. Les gens se demandent ce qui se passe. Ils ne connaissent pas l'intérêt de ce métier. Et quand on voit le bonheur qu'on apporte aux gens avec l'évolution de la place de l'animal de compagnie dans nos sociétés actuelles, quand on voit le réconfort qu'on apporte et le service professionnel qu'on propose et les satisfactions qu'on en retire et que les clients en retirent, on sait que c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et on recrute des nouveaux métiers, du coup, parce que tout est un peu nouveau là-dessus. Donc, des hôtesses d'accueil, on forme des gens. Donc, un énorme travail de formation et d'explication et de pédagogie, parce que faire venir des gens pour travailler dans les pompes funèbres, c'est pas facile. Alors sur les cadres supérieurs, c'est assez facile du coup, parce qu'on est justement on bénéficie de la métropole lilloise, on est capable d'attirer des talents, notamment pour les compétences internationales. Et par contre, en production, c'est pas toujours évident de dire à des gens, je vais devenir hôtesse funéraire pour les animaux de compagnie. Alors que c'est un métier qui apporte énormément de qualité et de satisfaction personnelle, parce qu'on apporte un vrai réconfort à des gens en souffrance, en deuil. Et donc, on a un gros travail de formation et de présentation de la marque employeur aussi.
aussi. En plus, nous sommes une société avec des vraies valeurs. C'est un ADN vétérinaire, on aime le vivant, on aime la vie, on respecte l'environnement. Un gros engagement sur la RSE aussi. Ce qui fait qu'on est obligé de se vendre en racontant une belle histoire. Et sur les territoires de Hauts-de-France, on a actuellement une cinquantaine d'embauches prévues. On est une entreprise avec des croissances de plus de 20% par an. Et donc, ça devient un vrai métier de savoir recruter des talents à temps plein. Ça nous occupe réellement. Et je suis assez enthousiaste parce que je sais qu'on trouvera les ressources dans les Hauts-de-France, mais c'est un gros travail. Voilà. Merci à tous pour vos témoignages respectifs. Alors, je crois savoir, Dorothée, que la dynamique d'une région dépend aussi de ses réseaux, n'est-ce pas? Oui, l'important finalement pour un territoire, c'est pas uniquement la distance avec une grande métropole, mais c'est plutôt les dynamiques qui s'y créent. À 30 km de distance, vous pouvez très bien avoir une ville qui est super dynamique et de l'autre côté, une ville qui n'est pas du tout. Et en fait, c'est parce que les acteurs locaux se sont pris en main et ont créé des écosystèmes. Cette mise justement en réseau fait partie des fondamentaux du MEDEF. Clairement, la pandémie nous a aussi démontré l'importance justement du travail collaboratif. C'est un peu l'équivalent des soft skills en entreprise, c'est-à-dire des compétences relationnelles au-delà des expertises techniques. Dans les Hauts-de-France, il y a des pôles de compétitivité comme Team 2, justement, qui adressent l'économie circulaire et la préservation des ressources sur le recyclage, avec énormément de projets recherche et développement sur les déchets et les minéraux. Donc voilà, ça fait partie de tout ce qu'il faut créer sur les territoires en termes d'écosystème pour que justement la dynamique prenne. Merci Dorothée. Alors, qu'en pensent nos invités? Caroline Poissonnier, peut-être? Oui, le territoire concrètement des Hauts-de-France est très dynamique autour de ça. Vous avez cité Team 2, Dorothée, mais on peut aussi parler de Rêve 3, qui est vraiment sur la troisième révolution industrielle et qui met vraiment en avant les acteurs qui ont un rôle à jouer finalement dans cette transition énergétique et écologique, avec différentes impulsions. C'est vraiment une terre de réseau, que ce soit dans cette dynamique-là, le MEDEF dont vous parliez. Moi, j'ai la chance d'être coprésidente avec Jean-Bernard Bonduel du FBN, le Family Business Network, qui est aussi, vous en parliez tout à l'heure, mais une terre d'entrepreneurs et d'entreprises familiales, avec des thématiques particulières. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent en région et un petit peu délocalisées également. Donc, ça, c'est vraiment un terrain très dynamique avec aussi des infrastructures qui permettent ces regroupements. Je pense notamment à Entreprises et Cités, qui est vraiment un lieu, pour ceux qui dans la région forcément, mais qui est vraiment un lieu où tout qui est central et où toute la région peut se retrouver autour de thématiques différentes. Et ça, c'est vraiment super pour la région. Et Olivier Remoissonnet, quelle relation entretient la brosserie française avec ses pairs, avec les autres entreprises dans les Hauts-de-France? On est dans des démarches collaboratives, donc avec les groupements d'industrie, les groupements d'entreprises qui permettent de faire des échanges, bien souvent dans des déjeuners, alors à l'ère où on pouvait en faire, mais on va bientôt y revenir, donc qui permettent de nourrir des échanges, de créer des réseaux d'entraide. C'est un peu souvent la manière, on parle souvent de la distance qui peut se procurer quand on est un chef d'entreprise. Ces réseaux permettent de créer du lien. Et dans des périodes comme celle que l'on vit, ce sont ces liens qui permettent aussi d'aller chercher les bonnes expériences, les bonnes pratiques, de pouvoir se différencier aussi dans certains cas. Voilà, il y a ces réseaux-là, il y a d'autres réseaux. Moi, je suis le président des entreprises inclusives de l'Oise. Ça permet aussi de fédérer les bonnes pratiques et de montrer que, on parlait tout à l'heure de recrutement de talents, eh bien, les talents sont multi-secteurs et donc on peut aller chercher aussi des talents qui sont issus de métiers éloignés de l'emploi, de secteurs éloignés de l'emploi. Et ça crée des dynamiques et on montre des bonnes pratiques et ces bonnes pratiques ont pour vocation de se diffuser dans les autres réseaux à travers les échanges et de montrer que finalement on peut avoir une manière de se différencier aussi dans nos manières de recruter. Merci beaucoup. Philippe Thomas, je crois savoir que vous faites aussi partie d'associations. Et oui, bonjour mes collègues. Effectivement, entre dirigeants pour vaincre la solitude et puis le partage d'expérience, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a énormément de réseaux dans les Hauts-de-France qui existent. Il y a le comité Grand Lille, le club gagnant. Il y a aussi bien sûr Entreprises et Cités qui fédèrent et qui proposent des infrastructures et des services. Ça, c'est extraordinaire. En plus, moi, j'ai la chance d'être près de la métropole lilloise. Il ne faut pas oublier que Lille aussi, c'est l'endroit où il y a le plus de clubs APM. C'est une ville de France et les clubs APM sont très importants. J'en fais partie. Moi, j'ai monté un club aussi sur la gouvernance. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup impliqué. C'est l'APIA,
notamment pour les administrateurs professionnels. On milite pour que des conseils d'administration soient ouverts dans les PME ETI avec des administrateurs indépendants, professionnalisés, formés. Je pense que c'est un facteur clé de succès pour développer l'entreprise. Donc vraiment, les Hauts-de-France, c'est incroyable pour ça. D'ailleurs, on est obligé de trier parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Et puis, un autre point aussi qui est important, c'est la cité scientifique de Lille. Moi, je suis à côté sur le campus Haute-Borne. Là, on a la chance d'avoir un mélange et des relations toujours entre le campus universitaire, la cité scientifique, et puis les entreprises. Donc, il y a des startups, il y a des incubateurs, il y a toutes sortes d'initiatives. Vraiment, on est, je trouve, chanceux d'être dans les Hauts-de-France, accompagné comme ça, entouré, partager l'expérience, faire des rencontres intéressantes avec toutes sortes de gens de tous les milieux. Et comme en plus, on est tout près de la frontière, on a un mix aussi de talents d'origine étrangère aussi. Donc, je trouve que c'est un territoire extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, il se trouve que la fracture territoriale est un thème très en vogue depuis quelque temps. Un rapport a notamment été publié par l'Institut Montaigne il y a peu sur ce sujet. Dorothée, que peut-on en dire ? Bien, la France connaît depuis la fin des Trente Glorieuses en fait un phénomène de métropolisation important. En fait, on assiste à un déséquilibre entre les grandes métropoles et les territoires. Et ce phénomène de métropolisation, il est bien plus marqué en France que dans n'importe quel autre pays d'Europe. En 2000, les 15 plus grandes métropoles ont participé à 81% du PIB par habitant contre 51% pour l'ensemble de l'OCDE. Donc c'est relativement conséquent. Et si je prends l'exemple de l'emploi, où ce phénomène de concentration est encore plus spectaculaire, sur 10 ans, en 10 années, entre 2009 et 2019, sur 1 340 000 emplois, il y en a 80% qui ont été créés dans le Grand Paris et les 20 plus grandes métropoles françaises. Donc, il est vrai que ce phénomène de métropolisation peut vider les petites et les moyennes villes au profit des grandes métropoles. Et justement, avec des entreprises engagées comme celles que nous avons sur notre plateau aujourd'hui, on va réussir à faire en sorte que le territoire soit aussi dynamique que les grandes métropoles. Merci Dorothée. Alors Philippe Thomas, vous parliez tout à l'heure de cette dynamique qu'il y a autour de la métropole lilloise. Que pensez-vous de la fracture territoriale ? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Alors effectivement, moi j'ai des centres de proximité en région. On a 17 centres crématoriums, agences partout en France, là, même si ça a démarré dans le Nord, qui c'est encore de... Effectivement, on a une grosse difficulté de recrutement en province. Et surtout dans les endroits qui ne sont pas près des grandes métropoles. Ça, on le constate tous les jours. Par contre, j'ai la chance sur l'île de pouvoir recruter des gens avec des compétences internationales. Et là, c'est difficile, lorsqu'on est éloigné des grands centres, de recruter des gens qui parlent plusieurs langues couramment, qui ont des backgrounds et qui ont déjà des postes à responsabilité. Donc effectivement, je partage ce diagnostic. En plus, nous, on est une ETI maintenant qui a un fort développement international. Donc, par exemple, j'ai des besoins de compétences linguistiques, des gens qui ont fait la consolidation, qui ont vécu dans une entreprise internationale avant. Ça ne se trouve pas forcément dans certaines campagnes un peu reculées. Et ça, c'est un constat. Et ce n'est pas facile d'y remédier, je pense. Mais je trouve qu'en Haute-France, on est très bien accompagné parce qu'il y a une énorme métropole lilloise, mais il y a aussi un bassin sur la côte d'Opale. Il y a tout le bassin aussi de l'Oise, et puis autour d'Amiens, Reims, et puis il y a aussi encore le Valenciennois qui est dynamique, donc on a quand même une chance. Et puis il y a la Belgique tout près. Donc je trouve que les Hauts-de-France, encore une fois, on est un peu privilégié, puis une densité de population, une jeunesse aussi. Oui. Donc il y a plusieurs ingrédients pour remédier à cette fracture territoriale qui est, à mon avis, dans le Nord, pas aussi importante qu'ailleurs. D'accord. Alors, Caroline Poissonnier, vous n'êtes pas située à Lille. Non. Quels sont, d'après vous, les atouts et les faiblesses de l'attractivité des Hauts-de-France ? Alors, des atouts, il y en a plein. J'en ai cité tout à l'heure. Enfin, je pense qu'on a déjà fait la part belle aux Hauts-de-France. En effet, déjà son positionnement géographique, son dynamisme. Enfin, c'est vraiment une région qui est incroyable de par la population, la diversité, la richesse. C'est vraiment une région qui se veut attractive, qui se veut orientée sur la croissance verte. Donc ça, c'est vraiment un vrai atout en France parce qu'on sent vraiment un engouement. De toute façon, on regarde... il y a les évolutions législatives, les évolutions législatives et réglementaires, puis deux, la population, finalement, les évolutions de comportement et de population avec les gens qui recherchent à la fois des territoires, des métiers porteurs de sens. Donc ça, je pense que pour le coup, le territoire des Hauts-de-France a vraiment sa carte à jouer. La vraie faiblesse, c'est encore une fois les infrastructures quand on sort de la métropole, parce que dans la métropole, ça se passe bien, mais dès qu'on en sort, pour y rentrer le matin ou y sortir le soir, c'est vraiment compliqué et c'est ce qui freine finalement le développement.
Après, il y a vraiment des centres qui commencent à se créer. Alors moi, je vais parler plutôt du nord de l'île, hein, puisque je connais moins, je ne vais pas me permettre, mais il y a des agences de développement économique et territorial, des collectivités de communes qui vraiment cherchent à créer une qualité de vie en dehors des métropoles, justement, qui cherchent à rendre la région à la fois dynamique et attractive pour les talents, pour y vivre, pour les enfants, avec vraiment plein d'animations et plein d'infrastructures qui se mettent en place. Donc voilà, je pense qu'il fait bon vivre dans les Hauts-de-France et ça, c'est un vrai atout pour la région. Enfin, on s'y sent bien et la dynamique est vraiment intéressante. Et Olivier Remoissonnet, est-ce que vous partagez cet avis et que faudrait-il faire d'après vous pour que le territoire soit encore peut-être plus intégré à l'échelle nationale? Je partage complètement cet avis. On a sur la partie sud des Hauts-de-France à bénéficier aussi de l'effet balancier, puisque la proximité avec Paris et le fait de rechercher une autre qualité de vie permet à la partie sud des Hauts-de-France de se désenclaver et de créer du lien avec la métropole parisienne. Donc ça, c'est un vrai atout. Et ça se fait qu'à travers aussi la disponibilité des moyens de transport collectifs. Alors, ça fait partie de la démarche verte, de savoir aussi être mobile en étant soucieux de l'environnement. Et donc, si on apporte cette mobilité et que ça permet de décloisonner un petit peu la partie métropole parisienne, alors le Grand Paris va y contribuer, parce que nous, on est vraiment très limitrophe avec le Grand Paris, et ça, c'est un vrai atout. Ensuite, c'est les décideurs en région qui doivent saisir cet atout et montrer leur capacité à évoluer dans cette démarche-là. Nous, on le fait à travers l'entreprise, en montrant notre stratégie, en expliquant, en communiquant beaucoup sur ce que l'on recherche et ce que l'on veut mettre en place, de manière à ce que ce ne soit pas une surprise en découvrant l'entreprise ou en découvrant le Beauvaisis, mais que ce soit une stratégie de long terme qui permette de dire: vous avez un territoire attractif, vous avez des conditions de vie qui vont être attractives, vous avez des conditions de mobilité qui vont être compatibles avec ce que l'on recherche aujourd'hui. Et donc ça, c'est véritablement le sujet. Ça doit s'installer dans une démarche de long terme, par contre. Ça ne doit pas être une démarche opportuniste, jamais. Ça doit être une démarche de long terme sur une stratégie de 20 à 25 ans qui donne la vision et qui permet de décloisonner. Moi, je crois beaucoup dans cet effet de balancier. Alors, la crise que l'on vit aujourd'hui va y être propice, ça va être un accélérateur, mais encore faut-il saisir ce sujet-là et s'en emparer pour mettre en place cette stratégie. Donc, c'est véritablement pour moi un enjeu et clairement on y répond présent. Et alors Dorothée, peut-être, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces témoignages? Oui, alors moi je partage tout ce qui vient d'être dit et c'est valable aussi dans plein d'autres régions en France, et que plutôt que d'opposer la France des métropoles et la France des territoires, il vaut mieux les associer dans une dynamique commune. Et comme vous le mentionnez très bien, Laura, tout à l'heure, le rapport de l'Institut Montaigne commence à proposer justement des pistes d'action en termes autour des écosystèmes, bien sûr, mais aussi en termes d'infrastructures, on en a parlé, de la formation aussi, parce qu'aujourd'hui, les entreprises forment leurs jeunes talents, mais il faudrait aussi que la formation soit adaptée aux besoins des entreprises, mais également le numérique, parce que tout passera par le numérique et le déploiement de la 5G, entre autres. Enfin, je ne vais pas développer, il y a encore plein de choses à faire, mais les entreprises ont vraiment un rôle à jouer à ce sujet. Merci Dorothée pour ce bilan. Alors avant de se quitter, est-ce qu'on aurait peut-être une dernière question pour nos invités? Bah oui, le métier d'un entrepreneur, c'est justement d'entreprendre. Donc moi, j'ai envie de vous poser la question de vos projets pour les années à venir. Qui veut commencer? Je commence, si ça vous va. Le projet, il est dans la continuité. C'est-à-dire que on fait des brosses à dents depuis 175 ans et on continuera de faire des brosses à dents encore demain. Par contre, la stratégie, c'est quand même d'être toujours dans une démarche vertueuse, de plus en plus, d'anticiper les attentes et surtout d'y répondre le plus rapidement possible. Et ça vient se confronter aussi à un deuxième point qui est les valeurs du Made in France. C'est un élément qui est mis en lumière depuis quelque temps. On voit qu'il cristallise beaucoup, qu'il crée beaucoup d'envie et du coup qui est souvent, on le voit de temps en temps, puisque je suis le seul fabricant de brosses à dents en France, et il suffit de parcourir les rayons pour voir des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va se battre et on va défendre les valeurs. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'opposer les produits d'importation aux produits made in France. Oui. C'est simplement de donner la clarification des origines des matières. Et on parlait des territoires, ça en prend toute sa valeur. C'est-à-dire que l'origine des produits
dans la stratégie de distribution doit être aussi un argument de transparence Bien sûr. pour les consommateurs. C'est un vrai choix parce que revendiquer un territoire, ça n'a de sens que si on a préservé ce territoire et on est capable de l'identifier. Et donc, au-delà de la fabrication des brosses à dents, de la transparence que l'on met sur l'approvisionnement de nos composants, le fait que l'on soit toujours le moins préempteur sur les énergies et sur les produits, les ressources premières, d'aller toujours chercher des produits recyclés, de les transformer de manière les plus propres possible et distribuer dans des réseaux vertueux. Il faut aussi avoir ce gage de transparence sur la chaîne de fabrication, l'origine de notre fabrication, pour que le consommateur sache exactement quand il fait son acte citoyen et qu'il décide de défendre une filière, de défendre un métier, de défendre un savoir-faire, eh bien qu'il puisse le faire en toute connaissance de cause. Il y a le rôle des industriels d'afficher cette transparence et il y a le rôle des pouvoirs publics de préserver ces territoires et de dire, voilà, on ne peut pas mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, on ne peut pas se revendiquer Made in France quand on fait seulement 3 ou 4% de la confection du produit sur le territoire. Il faut que cette transparence soit un gage de sérieux pour le consommateur. Donc, nos projets, ça va être aussi de défendre ça et de défendre nos territoires à travers ces valeurs. D'accord, merci. Philippe Thomas, je crois que vous continuez votre expansion à l'étranger. Oui, alors il y a l'expansion étrangère du groupe Veternity. Nous sommes en train de nous déployer en Espagne, en Italie, en Suisse, après avoir développé l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on attend énormément de développement. Mais même en France, avec notre marque Estima, je suis content de promouvoir un modèle d'agence de proximité et de faire connaître notre métier et de promouvoir auprès du grand public qu'il existe des services dignes et respectueux, promus par une entreprise qui a des vraies valeurs, un ADN vétérinaire. Et puis montrer qu'on peut s'occuper des animaux jusqu'au bout, et puis leur proposer quelque chose et en apportant du réconfort. Donc je trouve que c'est un vrai engagement. Et en faisant ça, pareil, avec beaucoup de valeurs de transparence, d'éthique, on est en train de disperser les cendres en forêt, on fait des études pour être écologiquement compatible. On fait attention, on a mis de la filtration sur tous nos crématoriums pour faire non-pollution. Donc une entreprise responsable, bien content d'être français, puis promouvoir un modèle français avec de l'éthique justement dans un monde anglo-saxon très business. Des fois, je suis très content de dire que nous, c'est les Hauts-de-France. On a des valeurs, de la générosité, et on fait un métier qui a du sens. Voilà. Et promouvoir ce métier qui est vraiment intéressant, et pour tous mes salariés qui tous les jours sont passionnés par ce qu'ils font, voilà, le promouvoir au niveau international. D'accord. Et Caroline Poissonnier, quels sont les projets pour Beau de l'environnement? Alors, on a plein, mais si je vais prendre 2 axes simplement, les 2 principaux. Nous, notre vraie ambition, c'est toujours on revient, hein, c'est la continuité, mais de participer et de s'inscrire vraiment dans la réinvention de la filière. Je pense que la filière déchets doit se réinventer, et notamment à travers l'innovation. Donc, un de nos projets, c'est vraiment ça, on vient de faire un appel à projets, avec des startups qui nous aident aussi à révolutionner nos idées. Donc c'est, d'aller, plus loin sur l'innovation au sein de notre métier finalement. Et puis, la deuxième, c'est d'aller, également plus loin et de poursuivre notre engagement au niveau de la RSE. On a créé une fondation, la fondation Jean Baudelaire l'année dernière, où on soutient des associations, en lien avec la transition écologique et en lien aussi avec l'inclusion et l'insertion sociale, D'accord. dont on parlait tout Oui. à l'heure, Mhm. à travers également le soutien à des associations. Là, on a fait lundi, on a travaillé avec la cravate solidaire voilà, qui est vraiment elle a la dualité des 2, où on a proposé à nos salariés et à nous-mêmes, bien sûr, de donner des beaux vêtements, pour que ces vêtements puissent être triés et donnés à des personnes en recherche d'emploi, pour faciliter, leur engagement, et cetera. Voilà, on est dans cet engagement. Notre société a vraiment pris un virage managérial, un virage éthique. Enfin voilà, on y était, mais on y va, de plus en plus. On vient de participer au Trophée Alliance, qui est assez connu aussi dans les Hauts-de-France. Donc on n'a pas encore eu les résultats, mais en tout cas, on est impliqué dans cette démarche. Et puis là, on s'engage tout doucement aussi vers la certification Bicorp. Pour ceux qui connaissent, vraiment d'être une entreprise rayonnante, pleine de bon sens, pleine de valeurs. Et nous, on pense que ça, c'est pas du tout incompatible avec le développement économique de notre société. Et tout notre enjeu dans l'avenir et nos projets, c'est ça, c'est d'être une entreprise durable, responsable, où nos salariés se sentent bien et où on leur procure du sens. Voilà, tout simplement. Et bien, nous aussi, on s'engage dans le label Bicorp. Ah bah tu vois, voilà. On se retrouve toujours. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite à tous les 3 beaucoup de réussite dans ces projets. Mhm. C'est maintenant la fin de notre émission, donc je remercie une fois de plus nos invités d'avoir fait le déplacement et d'avoir Merci beaucoup. partagé avec nous leur expérience, leur point de vue. Dorothée, merci également. On se retrouve toutes les 2 très prochainement pour une émission cette fois-ci consacrée à la Bretagne. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. À bientôt.